est-il encore besoin de le présenter, hein, notre pape du microbiote, qui nous avait fait déjà un premier webinaire sur la thématique du microbiote et le lien avec certaines maladies neurodégénérescentes. Donc aujourd'hui, Joël va nous présenter donc les probiotiques et la symbiose microbiote hôte. Joël, je ne sais pas si tu veux dire deux mots de présentation pour qui ne te connaîtrait pas, hein, s'ils existent. Ouais, je pense que c'est pas nécessairement le lieu. Je suis là au titre de l'INRAE, donc l'Institut de recherche en agronomie, alimentation et environnement, et représente ici Métagénopolis, dont je suis directeur scientifique, et qui est une structure qui développe les outils de la métagénomique intestinale humaine. Et puis je suis également chercheur au sein de l'unité Micalis, microbiologie de l'alimentation au service de la santé. Ces deux unités étant basées à Jouy-en-Josas. Voilà. Et moi, je suis donc, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, je suis Alexandre Cavezza, donc le directeur de Métagénopolis depuis 2018. Donc Métagénopolis est un dispositif qui est donc hébergé par INRAE et dont le but est vraiment de faire avancer la connaissance sur le microbiote intestinal humain et animal et de trouver des applications en santé et en nutrition. Voilà. Donc, le format de ce webinaire est un petit peu comme d'habitude pour ceux qui ont déjà assisté, c'est-à-dire Joël va présenter donc le sujet en question et n'hésitez pas dans le chat de poser vos questions au fil de l'eau et je me permettrai d'arrêter de temps en temps Joël pour répondre à certaines de vos questions pour qu'on puisse faire quelque chose d'assez vivant. Voilà. Si c'est bon pour tout le monde. Il y aura, oui, dernière chose aussi, si vraiment ce sont des questions très pointues, que vous aurez besoin de compléments, vous aurez à la fin de toute façon nos adresses mail et après le webinaire, il ne faudra pas hésiter à nous recontacter si vous avez encore d'autres questions. Voilà, là le but étant vraiment d'essayer de parcourir toute la présentation et de répondre aux questions, j'ai envie de dire, qui vont intéresser le plus grand nombre. Voilà, voilà. Bah, écoute Joël, je te laisse la parole et puis je me permettrai de t'interrompre. Merci Alexandre. Donc cette présentation porte sur les probiotiques et la symbiose microbiote hôte, et je me suis autorisé 2 sous-titres. La symbiose microbiote hôte, un rôle clé dans les fonctions essentielles de notre organisme, et je vais revenir un petit peu là-dessus, et puis la place des probiotiques dans le maintien de la symbiose microbiote hôte. Je vais commencer en insistant sur le fait que nous, humains, sommes microbiens, on est des écosystèmes, et une symbiose au sens classique de la symbiose, un partenariat entre deux partenaires et à bénéfice mutuel. Alors on est en interaction permanente à travers toute la vie avec à peu près 50 000 milliards de bactéries et bien d'autres micro-organismes encore. C'est à peu près autant que de cellules humaines dans le corps humain en fait. Et ces micro-organismes sont présents sur la peau, mais aussi au niveau de toutes les interfaces muqueuses, la bouche, le pharynx et l'appareil respiratoire, l'appareil urogénital et également bien sûr l'intestin où il y a la biodiversité et la biomasse la plus élevée de micro-organismes. Et la science du microbiote, qui a évolué beaucoup, nous dit aujourd'hui qu'en moyenne, chacun de nous héberge 600 000 gènes microbiens en moyenne, et c'est 25 fois la taille du génome humain. Donc on voit que la contribution fonctionnelle des microbes avec lesquels on interagit peut être massive. Alors voilà. Et on est au moment de la naissance d'un environnement stérile, mais on devient immédiatement microbien. La naissance est ce moment de rencontre avec le microbiote intestinal et on va vivre en symbiose avec notre microbiote intestinal toute la vie. Je reprends ici le bénéfice mutuel que j'évoquais. On va en fait dans les premiers moments de la vie développer le microbiote à partir de la rencontre avec ce monde-là, et puis maturer en même temps les défenses naturelles de l'organisme jusqu'à ce qu'elles deviennent autonomes, la maman apportant une partie de ses défenses au début. Et ça conduit à une situation assez unique où le microbiote est reconnu comme une composante du soi par le système immunitaire, par nos défenses naturelles. Et cette reconnaissance est vraiment essentielle. Il peut y avoir des désordres au niveau écologique, par exemple, au niveau de l'écologie microbienne notamment, et c'est associé à une perte de fonction, la fonction de barrière dont on va parler. Il peut y avoir des altérations au niveau immunitaire, et là aussi, c'est associé à une perte de fonction, de tolérance immunitaire et des risques de maladies immunes ou auto-immunes.
Alors, Alors, j'ai déjà une question. dis-moi. Euh, bon, on me demande si pour la maladie de Parkinson, il y a des pistes thérapeutiques qui existent actuellement, notamment des probiotiques ou des greffes de microbiote. Alors, il y a des évidences qui nous disent que le développement dans la maladie de Parkinson des plaques de synucléine pourrait se faire d'abord au niveau intestinal, puis remonter jusqu'au cerveau. Donc, on a quelques pistes comme ça. On sait que le lactulose, par exemple, peut être un apport alimentaire intéressant et il va jouer tel qu'on le connaît bien sur le microbiote intestinal. Donc, on a quelques pistes. C'est encore naissant en termes d'exploration recherche, j'ai envie de dire, et c'est un domaine qui est amené à se développer beaucoup. Au niveau de Métagénopolis, on commence un énorme travail avec un partenariat international sur le sujet qui, euh, qui est à la fois exploratoire, est-ce que le microbiote chez les patients Parkinson est différent, et qui est également explorateur en termes de fonctionnalité, et notamment sur la relation microbiote-hôte dans la pathologie. Hmm. Je vais en rester là pour l'instant. D'accord. Juste une autre question, c'est par rapport au slide précédent. Donc, la question est que voilà, il existerait visiblement des études dans lesquelles on s'intéresse au milieu microbien dans lequel se développe l'enfant avant la naissance. Est-ce que tu as des informations là-dessus sur ce type d'études? Oui, en fait, il y a quelques travaux qui ont essayé d'identifier un microbiote qu'on dirait placentaire, en fait, présent dans le liquide amniotique ou au niveau du placenta. Euh, la recherche, je ne peux pas dire qu'elle est complètement. Enfin, il n'y a pas de données définitives sur cet aspect-là. La vision que l'on peut en avoir, c'est que le système immunitaire euh, qui échantillonne en permanence des micro-organismes peut être un vecteur à travers les globules blancs qui portent les cellules dendritiques ou les macrophages qui portent des corps microbiens. Et au moment de la naissance, ou alors qu'on approche du moment de la naissance, le système immunitaire est forcément apaisé au sens où le fœtus et le nouveau-né à naître est un corps étranger au sens immunitaire. Et donc l'immunité doit être effectivement apaisée. Et il est possible que l'immunité apaisée s'accompagne d'un portage un peu plus long que normal de micro-organismes échantillonnés par le système immunitaire et les cellules de l'immunité, et que ça véhicule un petit peu de corps bactériens dans tout l'organisme, y compris au niveau du placenta. De là à ce qu'il y ait un passage vers le nouveau-né, voilà, on n'a pas de preuve pour l'instant de ces aspects-là. Donc ça reste un point de débat. Je préfère, pour être simple en fait, hein, que le message que vous reteniez, c'est que le moment de la naissance est vraiment le moment pour faire simple, d'un shoot microbien incroyable pour le nouveau-né qui est virtuellement stérile à ce moment-là, même si voilà, c'est un peu débattu en termes de recherche aujourd'hui. Ok, merci. Et donc, je vais parler fonction. En fait, le microbiote intestinal exerce des rôles majeurs en fait en termes de maintien de la santé et du bien-être. Cette multitude de microbes, c'est des bactéries, des archées, des eucaryotes. Si on regarde un petit peu ce qui est à gauche ici, certains virus, des phages qui sont les virus des micro-organismes eux-mêmes, en nombre plus important encore que les bactéries. Chaque individu a un microbiote qui lui est propre, même si les études fines montrent que l'on partage quelques dizaines d'espèces en fait dans la population humaines qui ont l'air d'être présentes très très souvent, pratiquement chez tout le monde. On a quand même chacun de nous un cocktail de micro-organismes qui semble nous individualiser. Et puis en moyenne, c'est 300 espèces chez un individu dans le microbiote intestinal dominant. Et alors, il va contribuer, ce microbiote, à la potentialisation des ingrédients alimentaires bénéfiques, notamment à travers la digestion de composés d'origine végétale comme les fibres ou le remodelage des polyphénols. Et puis, ça va conduire à la production de petites molécules comme les acides gras à chaîne courte, qui sont les produits naturels de la fermentation en conditions anaérobies, sans oxygène. Également à la production de vitamines, la vitamine K et les vitamines du groupe B notamment. Il contribue à la recirculation des acides biliaires, à la détoxication de composés toxiques d'origine alimentaire ou environnementale, à la promotion du développement et du renouvellement des tissus, notamment de la paroi intestinale, qui est une monocouche de cellules humaines qui sépare le contenu de l'intestin et le reste de l'organisme, et aussi à la production du mucus par des cellules spécialisées de la paroi, à la stimulation de l'immunité et à son homéostasie, son maintien à l'équilibre finalement. Et puis
à la fonction qu'on appelle fonction de barrière antimicrobienne, on dit parfois exclusion compétitive, et qui fait que un microbiote à l'équilibre ne va pas autoriser des bactéries environnementales, alimentaires potentiellement, à s'installer, et notamment à s'installer définitivement et à proliférer dans l'intestin. Et puis, il joue également un rôle de signalisation et de régulation qui peut aller jusqu'aux organes périphériques, lointains, le foie, le cœur, le cerveau. Alors, j'ai beaucoup de questions là qui fusent. Alors, on va en prendre quelques-unes. Déjà, est-ce que les probiotiques ou les prébiotiques issus des souches laitières sont-ils délétères pour l'intestin? Je pense, je vais garder celle-ci pour un petit peu plus tard, en fait. D'accord. Alors après, une autre question sur ton commentaire, comme quoi, effectivement, on a un microbiote qui est finalement quasiment individuel, enfin propre à Oui, chacun. Est-ce qu'il y a un papier qui fait référence à cela? Parce que c'est souvent dit, mais visiblement, il n'y aurait pas de référence qui est attachée à ça. Est-ce que tu en aurais si une? la publication de Shin, alors Shin étant un collègue chinois qui s'écrit QIN, 2010 dans Nature, revient sur cet aspect-là, et donc je pense que c'est la référence naturelle pour moi la plus D'accord. évidente, et elle s'appuie sur une caractérisation par métagénomique. Donc si vous voyez le webinaire qu'a fait Florian Plaza pour Métagénopolis sur le sujet, vous aurez toutes les informations sur les technologies qu'on utilise pour faire ça. Une question sur le microbiote cutané, puisque tu as parlé des niches écologiques tout à l'heure. Oui. Donc on demande s'il y a un rôle identifié ou documenté entre microbiote cutané et vieillissement de la peau. Et moi, je te rajouterais aussi cette question, c'est y a-t-il un lien entre le microbiote intestinal et le microbiote cutané? Donc, microbiote de la peau et vieillissement. Alors, je ne sais pas répondre à cette question-là. Les relations qui ont été, qu'on commence à documenter aujourd'hui, c'est la relation entre le microbiote cutané et les manifestations de type dermatite atopique ou allergie, expression d'allergie au niveau cutané. Et ces aspects-là suggèrent ou indiquent une relation avec le système immunitaire. Et c'est potentiellement là le lien qu'on pourrait imaginer avec le microbiote intestinal, en fait. Mais sur l'aspect vieillissement de la peau en tant que tel, je n'ai pas d'éléments que je peux apporter, en tout cas. Ok. Donc pour conclure cette diapo, le microbiote intestinal humain, ou notre écosystème intérieur, est composé de divers micro-organismes qui sont essentiels au bon fonctionnement et du microbiote et de la symbiose avec l'hôte. Alors, je continue. Et donc, un peu pour conclure sur ces aspects-là, nos microbiotes de base conditionnent énormément de choses, et ils conditionneront ce que nous sommes, au moins en partie, à divers plans, mais globalement en termes de santé, en termes de bien-être et de la physiologie et aussi de la psychologie. L'axe intestin-cerveau est un élément qu'on a discuté dans le webinaire ou un des webinaires précédents. Notre réponse aux changements d'ingrédients alimentaires spécifiques, on y reviendra un petit peu. Notre réponse à certaines thérapies, certains traitements, c'est le cas notamment, et on a beaucoup travaillé là-dessus avec l'Institut Gustave Roussy, dans l'immunothérapie du cancer. Et puis notre réponse aux changements dans l'alimentation et ou dans le mode de vie, qui sont des éléments qui impactent beaucoup le microbiote. Ça fuse les questions, je suis désolé. J'en profite pour introduire Béatrice de Montera qui vient de poser une question, qui est une responsable de notre plateforme éthique au sein de Métagénopolis, et on a en préparation dans les tuyaux un prochain webinaire sur justement l'éthique et la recherche autour du microbiote. Donc, une question de Béatrice, c'est peut-on avoir un exemple de fonction où le microbiote garantit l'homéostasie? En fait, on va passer dans ma présentation sur la vision qu'on peut se donner de la symbiose aujourd'hui, et qui implique la relation entre le microbiote et le système immunitaire notamment. Et d'une certaine façon, le système immunitaire étant un élément qui impacte fortement sur les micro-organismes en général, à travers cette relation-là et la notion de symbiose, on est vraiment sur un terrain où le microbiote peut favoriser ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire le maintien d'un équilibre dans la durée. Je peux pas, je préfère attendre d'avoir les diapositives sur la symbiose pour Ok, aller un petit peu plus loin. bon, vas-y, on te laisse dérouler. Je déroule. Donc, que se passe-t-il si la symbiose microbiote hôte est altérée? En fait, on a longtemps
travaillé sur le concept d'altération du microbiote. Et du microbiote sensu stricto. On a décrit depuis quelques dizaines d'années maintenant ce qu'on a appelé la dysbiose en pensant vraiment altération du microbiote. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est pas seulement le microbiote qui est altéré, mais c'est vraiment la relation symbiotique entre le microbiote et l'hôte. Alors ça s'accompagne d'une perte de diversité bactérienne. Très souvent, on voit des micro-organismes qui sont parmi ceux qui sont les plus conservés dans la population humaine, qui ont tendance à sortir de la dominance. Donc par des outils moléculaires, on les voit moins ou on les voit plus du tout en fait. Et en même temps, ce qu'il y a comme observation, c'est une augmentation de bactéries soit pathogènes, soit opportunistes, qui sont souvent des bactéries pro-inflammatoires ou qui vont stimuler le système immunitaire et développer de l'inflammation. Et puis, c'est une augmentation de la perméabilité intestinale, de la barrière, de la paroi, et un état inflammatoire. Et donc, ces éléments-là que l'on a pu documenter à travers un grand nombre de travaux sur notamment des comparaisons entre malades et sujets sains dans les maladies chroniques, nous ont conduit à concevoir cette idée de symbiose qu'on peut illustrer de la façon suivante en fait. C'est en gros un ensemble de relations entre l'altération du microbiote, de la perméabilité intestinale, l'inflammation et puis avec l'inflammation un stress oxydatif. Et ce qui est important à bien voir dans cette présentation des choses, j'ai envie de dire, c'est que la symbiose peut être durablement altérée dès lors qu'il peut y avoir un cercle vicieux qui s'installe et qui fait que ces différents leviers vont s'auto-entretenir l'un l'autre et finalement induire une altération au long cours. Alors, on a pu documenter l'altération du microbiote au début dans un grand nombre de contextes. Pour ce qui a trait au système nerveux central, c'est les troubles du spectre autistique, par exemple, c'est les désordres dépressifs, c'est la sclérose en plaques. On a dit qu'on travailler aujourd'hui sur des maladies neurodégénératives également, Alzheimer et Parkinson par exemple. Dans la sphère gastro ou hépato-gastro-intestinale, les maladies inflammatoires de l'intestin, les syndromes de l'intestin irritable, et puis la NASH ou la cirrhose dans les pathologies. Dans le métabolisme, c'est la résistance à l'insuline, le syndrome métabolique ou l'obésité. Et puis dans l'immunité au sens strict, c'est les allergies, les maladies auto-immunes. Et puis également, je mets ici l'immunothérapie du cancer, puisqu'on a pu montrer que la composition du microbiote est un prédicteur de la réponse à l'immunothérapie du cancer. Et donc, d'abord, on a décrit l'altération du microbiote, puis on s'est rendu compte que systématiquement ou presque, il y avait l'altération des différents paramètres, côté microbiote et côté hôte, avec cette possibilité de causalité circulaire qui fait que l'altération peut être durable. Il y a une petite question sur quelque chose qu'on a tous un peu testé, c'est le jeûne. Est-ce que le jeûne a un impact sur le microbiote? Est-ce que ça le diminue? Est-ce que ça le renouvelle? Quel est ton avis là-dessus? Il y a assez peu de données. Il commence à y avoir des publications malgré tout qui semblent dire qu'il y a une petite modulation du microbiote et qui pourrait être de façon intéressante mise en regard de ce concept de symbiose dans la mesure où on a une diversification du microbiote et apparemment, c'est encore un petit peu tôt pour être catégorique par rapport à ces observations-là, mais apparemment une stimulation de micro-organismes qui sont plutôt ceux qu'on va nous étiqueter par leurs propriétés comme potentiellement protecteurs ou anti-inflammatoires. Donc potentiellement il y a des choses, mais c'est un petit peu tôt pour être catégorique par rapport aux observations qui en ont été faites. Il y avait énormément de choses sur le jeûne et la physiologie. Le jeûne et l'impact que ça peut avoir sur la détoxification, notamment à travers la stimulation de fonctions de détoxification hépatique et rénale. Et par contre, sur le microbiote, il n'y avait rien. Voilà, il y a maintenant 3 publications, en tout cas que j'ai vu moi passer de mon côté, et qui semblent dire qu'il y a potentiellement un lien avec le microbiote. Est-ce un lien direct ou est-ce que c'est simplement dans ce contexte d'interaction nombreuse finalement une conséquence d'un système homme apaisé par rapport aux paramètres d'inflammation et de perméabilité intestinale, je ne saurais pas dire. Merci. J'enchaîne. Ouais. Et donc, dans ce concept-là,
finalement, ce que l'on peut souligner, c'est qu'on a au moins 4 leviers. Il est fort possible que la vision que je donne ici soit un peu simple malgré tout. Et puis on sait aussi qu'il y a une relation entre l'intestin et le foie, entre l'intestin et les poumons, entre l'intestin et le cerveau. On a évoqué la peau. Et donc c'est sûrement plus complexe que ça. Mais simplement, dans cette vision synthétique de ce que peut être les leviers de la symbiose, eh bien, ça pourrait être 4 leviers actionnables en même temps, avec une incidence majeure sur à la fois le diagnostic, la prédiction, la prévention, y compris à travers les probiotiques, on va voir comment, et la thérapie. Et ce qu'on peut se dire, c'est que là où la nutrition ciblait principalement le levier microbiote, là où la médecine cible principalement les leviers symptômes, et notamment dans un contexte comme celui-ci, l'inflammation, avec des anti-inflammatoires qui, quand ça ne marche pas, sont remplacés par des corticoïdes qui, quand ça ne marche pas, conduisent à enlever des morceaux, en tout cas pour les maladies intestinales. On peut tout à fait aller vers un changement de paradigme et vers une approche plus globale et personnalisée de la façon dont on gère la relation homme-microbe quand elle est altérée. Alors là, j'ai une question sur les probiotiques où effectivement on connaît le rôle, enfin je lis, hein, on connaît le rôle protecteur des probiotiques sur les maladies des MIC, mais est-ce qu'il y a des traitements probiotiques pour les maladies inflammatoires auto-immunes des articulations? Alors pour l'instant, il n'y a pas. On va revenir un petit peu sur là où les probiotiques ont été documentés pour des effets vraiment très robustes et puis des effets un petit peu moins solides. Même pour les maladies inflammatoires de l'intestin, il y a quelques probiotiques ou mélanges de bactéries lactiques, par exemple, qui semblent intéressants dans la rectocolite hémorragique, par exemple. Mais, au-delà, honnêtement, on n'a pas de choses robustes pour l'instant. D'accord. Peut-être on sera amené à discuter aussi des aspects réglementaires, en fait, sur ce. D'accord. Une autre question qui revient souvent, hein, qui est la poule, qui est l'œuf? C'est-à-dire que ce que tu montres là, en fait, c'est un lien de causalité ou juste une association entre les pathologies et la composition Alors, du microbiote? j'ai envie de dire merci beaucoup pour cette question-là, parce que finalement, c'est une question que moi j'ai et que les collègues ont couramment en congrès depuis 25 ans. Et finalement, si on arrive à documenter cette notion de relation avec des causalités circulaires possibles, bah, on se rend compte que la question, elle est un petit peu mal posée, ou elle n'a pas lieu d'être finalement, puisqu'on peut tout à fait imaginer une situation où c'est l'inflammation qui va être le premier levier induit par l'exposition à des composés chimiques toxiques, par exemple, et qui va ensuite activer le cercle vicieux. On peut imaginer une situation où la perméabilité intestinale va être le point de départ. C'est le cas quand vous prenez du whisky, par exemple, ou un alcool fort en général. Ça va induire de la perméabilité intestinale, et au bout de quelques verres, non seulement on induit de la perméabilité intestinale, mais la perméabilité est telle que les cellules de la paroi intestinale s'écartent et laissent passer tout un tas de petites molécules. Et le premier effet que ça va avoir, c'est d'activer au niveau de la membrane basale, en fait, des cellules de la paroi, un mécanisme de rétroaction qui va libérer encore plus les jonctions serrées entre les cellules, et donc augmenter la perméabilité. Donc on a un petit cercle vicieux qui s'installe. Le point de départ, c'est la perméabilité, mais on voit bien qu'on va pouvoir générer de l'inflammation, du stress oxydatif et altérer le microbiote, qui sera peut-être plutôt une conséquence dans ce cas-là. Donc je comprends la question, et en même temps, le message que l'on essaie de faire passer aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas forcément lieu d'être si on a effectivement ce concept de symbiose lié à des causalités circulaires. Et je vais vous montrer comment nos premiers résultats vont un petit peu dans ce sens-là. J'enchaîne pour être Ok, sûr de oui, pouvoir oui, aller oui, jusqu'à vas-y, la fin de vas-y. ma présentation. Je trie un peu, hein, je ne pose pas toutes les questions. Merci Alexandre. Et donc voilà, la question qu'on a envie de poser, c'est comment maintenir une bonne relation avec notre microbiote intestinal. Et dans ce contexte-là, les probiotiques peuvent jouer un rôle. Donc, par définition, les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont administrés en quantité adéquate, confèrent un bénéfice pour la santé de l'autre. On voit bien comment on peut pousser ça jusqu'au réglementaire, où on va pouvoir démontrer que l'on a bien un bénéfice pour la santé de l'autre, pour que le réglementaire autorise des allégations santé. Malheureusement, je vais dire malheureusement, depuis 2006, les États européens ont confié à l'Europe
et à l'Agence européenne de santé et sécurité des aliments, l'EFSA, le soin de gérer l'autorisation des allégations. Et bah, il n'y en a pas eu en fait depuis 2006. Avant, c'était géré au niveau national et on avait pas mal d'allégations. Donc je vais voilà, en rester là pour l'aspect réglementaire, mais je suis prêt à en discuter un petit peu plus si certains d'entre vous le souhaitent. Pour aller sur, après cette définition, je dois dire que la définition parle de micro-organismes. Et c'est important, on a parlé de bactéries pour l'instant, mais en fait, ça peut contenir aussi des levures, et donc pas seulement des prokaryotes ou des bactéries. Probiotique signifie pour la vie. Donc ici, j'ai laissé ces bonnes bactéries, mais en fait, voilà, ces micro-organismes peuvent être présents dans de nombreux aliments et produits fermentés comme les yaourts, certains kéfirs, le kombucha, des produits fermentés comme la choucroute crue par exemple, et ils peuvent être volontairement ajoutés. C'est ce qui a été le cas dans enfin c'est ce qui est le cas dans les produits laitiers fermentés notamment, où l'industrie laitière ajoute certaines souches parce que ces souches-là ont des effets bénéfiques qui ont été documentés. Et je pense que je peux passer C'est à la bien diapositive c'est suivante. évident, mais je préfère le dire. Tu précisais la choucroute crue. Il est évident que dès qu'on cuit ce genre d'aliments, on tue les micro-organismes et donc les Euh, probiotiques. on tue les micro-organismes et on peut s'attendre à un petit peu moins d'effets, même si malgré tout, très souvent, on va garder des structures de parois qui peuvent être des stimulants pas anodins pour le système immunitaire. Donc, il peut y avoir des effets qui perdurent un petit peu, mais la plupart du temps, les effets qui ont été documentés sont liés aux micro-organismes vivants. Je le documenterai dans un exemple que je vais donner tout à l'heure. Ok, ok. Voilà. Et alors, on reste dans les aspects assez généraux, mais avec un message important ici qui est que l'effet est vraiment dépendant de la souche. Donc, un probiotique, c'est caractérisé par son appartenance à un genre bactérien, comme Lactobacillus ou Streptococcus, à une espèce comme Streptococcus thermophilus, l'espèce est Thermophilus ici, Lactobacillus casei par exemple, et puis une souche. Une souche, c'est un isolat qui a été obtenu à un moment donné et puis qui a été proliféré et maintenu en collection. Et donc c'est vraiment dépendant de la souche, la plupart des effets, sauf un effet générique dont je vais parler tout de suite. Donc les effets qu'on peut s'attendre à observer, c'est un maintien de la santé du tractus gastro-intestinal. Alors voilà, ce phrasé est très générique, donc ça peut cacher tout un tas de fonctions différentes. Une aide à la digestion du lactose. Alors là, on a effectivement une allégation qui a été reconnue et qui a été reconnue pour la symbiose yaourt, Lactobacillus delbrueckii plus Streptococcus thermophilus en général. Donc c'est vraiment l'allégation générique par excellence et c'est la seule. Et puis, on peut s'attendre à des effets en termes de prévention et réduction de la diarrhée liée aux antibiotiques, on va y revenir, ou renforcement de la barrière intestinale, protection contre la prolifération de pathogènes, par exemple. On aimerait bien, on a assez peu de documentation spécifique sur ces aspects-là. Et puis j'ai cité deux autres genres, Bifidobacterium, Lactococcus, qu'on va retrouver pour Lactococcus dans les fromages blancs par exemple, assez souvent. Et puis Bifidobacterium qui est plutôt ajouté en fait comme bactérie probiotique par les producteurs de produits laitiers fermentés par exemple, et qui a cette connotation positive qui est liée au fait que c'est souvent dominant dans le microbiote du nouveau-né alimenté au lait maternel. Mais voilà, retenons que la souche est importante et qu'il faut avoir la démonstration des effets bénéfiques dans le produit tel qu'il est commercialisé et chez l'homme et auprès de la population cible pour que l'on puisse effectivement considérer qu'on a des preuves solides. J'avance, Alexandre. Oui, vas-y, vas-y. L'action des probiotiques avec un haut niveau d'évidence. Donc là, j'ai vraiment mis l'accent sur ces trois derniers mots, haut niveau d'évidence, et on va voir comment on avance sur ce terrain-là. Mais avant d'aller sur ce terrain, j'ai besoin de dire que les individus semblent réagir différemment d'un individu à l'autre à la prise de compléments alimentaires qui contiennent des probiotiques. Et ça, c'est un point important en fait. Ça veut dire que la composition du microbiote intestinal de l'individu va potentiellement influencer la façon dont l'intestin va tolérer plus ou moins, être plus ou moins permissif pendant le transit intestinal à l'apparition, à des niveaux de population plus ou moins élevés de bactéries probiotiques par exemple, ou de levures probiotiques. Et ça va conditionner le potentiel bénéfice en termes de fonction. Les essais contrôlés randomisés
c'est des essais de qualité pharmaceutique, on va dire, sont un élément, enfin apportent un élément de preuve très très fort quand ils sont positifs évidemment. Et puis on peut en faire des méta-analyses quand il y a un grand nombre d'essais qui ont été faits, soit méta-analyse de divers produits pour une indication particulière, prévention de la diarrhée par exemple, ou mieux un seul produit, et quand on a évidemment plusieurs essais cliniques chez l'homme avec un même produit et qui montrent tous un effet positif, à ce moment-là, on est sur un terrain très 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 robuste, un niveau d'évidence très élevé. Donc ce qu'on a aujourd'hui à disposition, c'est des évidences solides pour des troubles digestifs associés à la prise d'antibiotiques. Donc en termes de prévention, en termes de traitement dans certains travaux. Ça va jusqu'à la protection contre l'infection à Clostridioides ou Clostridium, anciennement appelé Clostridium difficile, qui est une infection bien connue comme pouvant apparaître, notamment à l'hôpital, en fait, donc nosocomiale, en lien avec un traitement antibiotique. Justement, Joël, concernant cette infection, il y a aussi des travaux sur la transplantation fécale pour pouvoir le traiter. Et il y avait une question là-dessus, justement. Donc déjà, quand utilise-t-on cette transplantation fécale versus la prise de probiotiques et d'autres? La question, c'est est-ce qu'une fois qu'on a fait cette transplantation, on a un petit peu changé le microbiote ou le microbiote originel revient dès que le traitement est terminé? D'accord, donc deux éléments différents. En Oui. fait, est-ce qu'on peut distinguer l'approche probiotique de l'approche transplantation de microbiote fécal par rapport à l'infection à Clostridioides difficile? J'ai envie de dire oui de façon évidente. Elle est plus au stade de recherche aujourd'hui, hein. Elle est acceptée par les agences réglementaires comme un traitement et elle est pratiquée tous les jours dans le monde, probablement, enfin un très très grand nombre de pays, pour des patients qui ont développé une infection à Clostridium difficile. Incidemment, le transfert de microbiote fécal guérit plus de 90% des patients par l'éradication définitive de Clostridioides difficile contre à peu près 30% pour les antibiotiques de dernier recours. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien chez un malade. Les probiotiques ont plus leur place dans ce qui est marqué ici, la protection contre l'infection. Donc, on va prendre des antibiotiques, on associe aux antibiotiques la prise de probiotiques avec comme objectif de limiter les manifestations, les symptômes, la diarrhée qui accompagne très souvent ces aspects-là. Donc, on peut vraiment distinguer les deux, la protection et la prévention versus la thérapeutique. Ok. Et suite à une transplantation, est-ce qu'on revient? Oui, donc là, on a des données fragmentaires pour l'instant, c'est-à-dire que ça n'a pas été, à mon sens, suffisamment étudié et même, il n'y a pas de standard vraiment sur la façon dont est pratiqué le transfert de microbiote fécal, si bien que, on a plus de données effectivement sur des administrations par voie basse. Quelquefois, c'est en intra-intestinal au moment d'une coloscopie, que le transplant, le contenu intestinal est administré. Quelquefois, c'est par voie haute avec une sonde descendante naso-duodénal, donc ça traverse l'estomac et puis ça libère le contenu au niveau du duodénum, du début de l'intestin grêle. Donc on voit bien que c'est des pratiques quand même assez différentes. On commence à avoir les premiers travaux qui utilisent des capsules, donc une prise orale avec une libération au niveau de l'intestin grêle la plupart du temps. Donc c'est difficile de conclure parce que c'est des méthodes assez différentes. Pour l'instant, ce que l'on a vu, par exemple, dans un essai qui a été fait dans le diabète, qui a montré qu'on arrive à faire sortir les diabétiques de leurs paramètres du diabète pendant 6 à 8 semaines, l'impression des collègues qui étudiaient le microbiote, c'est que ça a tendance à revenir quand on a fait une administration unique. Et par opposition, il y a un travail dont j'ai parlé la dernière fois dans l'autisme qui a été fait avec des administrations pendant 2 mois. Et l'impression qu'on a, c'est que 2 ans après, on a des effets qui sont durables en fait, hein. Et en tout cas sur la symptomatologie, sur les manifestations intestinales, etc., on a définitivement résolu des problèmes de symptômes intestinaux dans ce D'accord. contexte-là et avec des effets qui pourraient être durables. Donc probablement le mode d'administration va avoir un impact assez fort. On peut aussi préparer l'intestin par une prise d'antibiotiques avant l'administration du transplant contenu intestinal, donc ça peut jouer aussi. Et une dernière question, je te laisse avancer. C'est tout à l'heure, tu as dit que les probiotiques, la souche était importante, effectivement, pour l'activité. Mmh. La question qui est posée, c'est selon la personnalisation, en fait, finalement, de la prise de ce probiotique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer que l'action de la souche va être différente d'un individu à un autre? Et est-ce qu'on peut anticiper, suivant le microbiote d'une personne, que le probiotique ou
cette souche en question va avoir une action précise par rapport à un autre. Alors, on n'en est pas encore au big data qui nous permettra de, à partir de l'analyse du microbiote, indiquer à la personne exactement quel probiotique il faut qu'elle prenne, hein. On en est très loin encore. Donc, c'est un petit peu difficile d'imaginer personnaliser à ce niveau-là. Ce que l'on sait, et c'est encore sur cette diapo, c'est les références qui sont indiquées en haut, c'est que le microbiote va conditionner la façon dont se comportent les microbes administrés par voie orale dans l'intestin et potentiellement donc l'expression de leurs fonctions. D'accord. Euh, Donc un il probiotique faudra pourra marcher pour un, mais pas pour un autre, c'est possible. exactement, et c'est vrai pour probablement pour tous les probiotiques, à la fois alimentaires et même ceux de parapharmacie aujourd'hui, qui. Alors ça veut dire en fait, hein, si on va un tout petit peu plus loin sur cette question, que les modalités de test en fait, en analyse, les essais randomisés contrôlés positifs, ils peuvent être un petit peu pris en défaut par ça parce qu'on peut avoir une situation où une fraction seulement de la population est répondeur à la prise du probiotique et une autre fraction non. D'accord. Je vais avancer puisqu'on Oui, va avance, ouais. peut-être le retrouver dans la diapo suivante en fait, hein. Simplement pour illustrer un petit peu, pour aller un petit peu plus loin, quoi, comment ça se présente en termes de méta-analyse. Les probiotiques et les troubles digestifs associés aux antibiotiques. Donc, il y a eu énormément d'essais contrôlés et randomisés qui ont été faits. Et c'est que ces essais de haute qualité qui sont rapportés ici et qui ont été compilés dans une étude qui essaie de voir si ça répond bien ou pas finalement. Et donc, on a le petit trait vertical à droite ici qui nous indique quand il n'y a pas d'effet, en fait, hein. Donc, il n'y a pas de diminution du risque, c'est à gauche, il n'y a pas d'augmentation du risque à droite. Ben voilà, c'est l'effet médian. Et ce que l'on voit, c'est que la majorité des points qui présentent la médiane dans ces études sont du côté gauche. Donc globalement, on a un contexte qui nous dit les probiotiques sont efficaces, mais on voit bien qu'il y a des cas où le petit point noir il est plutôt à droite, et donc du coup on a empiré un petit peu la situation avec une souche particulière, un probiotique particulier, avec ce bémol que dans la population, il y a souvent une hétérogénéité importante, c'est les traits horizontaux qui l'indiquent, avec potentiellement des gens qui vont bien répondre et d'autres qui vont moins bien répondre. Et la situation, elle est similaire, hein, par rapport à ce qui est présenté ici pour l'infection à Clostridioides difficile dont on a parlé, pour les gastroentérites, pour le syndrome de l'intestin irritable. Il n'y a pas énormément plus de situations où on a eu beaucoup de travaux pour voilà, dire on est dans un contexte très robuste pour aller plus loin. Et puis j'ai un diapositive après qui bon, c'est pas celle-ci à laquelle je pensais. Donc encore quelques éléments. Les probiotiques et d'autres problèmes majeurs de santé publique. Et là, on est vraiment sur un terrain prospectif, on va dire, quoi. Il n'y a pas encore beaucoup de choses qui nous disent que les probiotiques pourraient aider à traiter les patients atteints de maladies métaboliques. Donc là, le message, c'est que la consommation de probiotiques contribuerait au traitement des maladies métaboliques comme l'obésité, en accompagnement de la prise en charge thérapeutique nutritionnelle, dans le diabète, dans la stéatose hépatique non alcoolique ou maladie du foie gras. Aujourd'hui, c'est 30% de la population américaine, donc c'est pas anodin du tout. Et malgré tout, c'est des débuts de travaux, donc voilà, c'est difficile d'être complètement catégorique et très robuste par rapport au niveau d'évidence que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, également, les probiotiques pourraient réduire le besoin d'antibiotiques pendant l'enfance. C'est intéressant. La publication dit que pour presque 30% de la prescription d'antibiotiques on pourrait réduire de 30% la prescription d'antibiotiques chez les enfants. On voit bien comment, dans la situation actuelle où on a du mal à développer des antibiotiques nouveaux et où diffusent dans la population humaine les résistances aux antibiotiques, ce serait intéressant de pouvoir capitaliser sur une observation comme ça. Une publication, un travail, bon, même si c'est une revue systématique de ce qui a été fait, c'est encore un petit peu préliminaire à mon sens. Je continue et ce que j'ai sur cette diapositive, c'est que bon, j'ai la chance de pouvoir participer à des formations continues de médecins. Et donc, j'ai rapporté ici ce que moi, je comprends de la façon dont les médecins échangent entre eux sur les attitudes recommandées par rapport aux probiotiques. Et donc, le contexte général, c'est qu'il y a une volonté d'une part, respecter le choix des patients et puis surtout de s'appuyer sur une situation où on peut garantir la sécurité d'utilisation. Alors, pour les probiotiques classiques, bactéries lactiques, on ne connaît pas ou très peu de situations à risque potentiel en fait, quoi. Donc voilà. Souvent les maladies cibles sont des maladies
peu impactante, assez bénigne. Il n'y a pas nécessairement énormément de produits à haute efficacité qui sont à disposition pour les médecins. Les médecins vont avoir tendance à suivre les recommandations de prise en charge clinique qui sont fournies par les sociétés savantes, notamment la Société française de gastroentérologie en France ou l'Organisation mondiale de gastroentérologie. Et ces sociétés-là, elles prennent en considération le niveau de preuve de l'efficacité dont on parlait juste avant. Et par exemple, la WGO recommande Lactobacillus rhamnosus GG ou Saccharomyces boulardii, le nom de la souche m'échappe, pour la prévention de la diarrhée en lien avec la prise d'antibiotiques. Et donc, c'est des données fortes pour le médecin, y compris le médecin généraliste, pour s'appuyer dans sa recommandation. Ils aiment bien, évidemment, connaître les produits efficaces et puis privilégier les informations sur l'efficacité plus que sur la composition ou les doses, en fait. Et normalement, les essais cliniques utilisent les doses qui sont dans les produits. Voilà, je continue, Alexandre, si tu veux bien. Oui. Donc là, j'ai une illustration d'un travail qu'on vient de publier, en fait, à l'instant, en 2020, fin 2020 dans Microbiome, et qui est un travail qu'on a fait justement pour montrer, si vous vous souvenez, le cercle vicieux que je présentais tout à l'heure, que l'inflammation à elle seule peut induire une symbiose durablement modifiée ou altérée. On a utilisé un produit qui s'appelle le DSS, qui est un inducteur d'inflammation, à des doses qui vont de 0 à 3%, comme c'est présenté ici, du bleu au rouge, et sur des animaux avec une administration chronique trois fois, et puis on laisse les animaux tranquilles pendant quelques semaines, et c'est seulement à l'issue de cette période-là qu'on va analyser les animaux dans la représentation qui est montrée ici. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'on a des animaux qui restent à l'état basal du microbiote et à l'état basal de l'autre. L'état basal de l'autre, c'est une paroi intestinale avec une bonne intégrité, une imperméabilité de la paroi et pas d'inflammation. Et on va retrouver ici la majorité des animaux qui ont reçu les très faibles doses ou les contrôles qui ont reçu 0% de DSS. Et puis on a des animaux, par opposition, qui même plusieurs semaines après l'arrêt du traitement, vont se retrouver dans une situation où il y a altération du microbiote, altération des paramètres de l'hôte, avec de la perméabilité intestinale, avec de l'inflammation. Et c'est principalement les animaux qui ont reçu les plus fortes doses. Et donc ce que l'on documente à travers ce travail, c'est que chez l'animal modèle, on est capable d'induire une altération durable de la symbiose qui correspond à l'état de santé initial, en fait, même si c'est une forme de symbiose en soi également dans ce contexte altéré. C'est une symbiose altérée. Voilà, je pense que ça répond en partie à une des questions qui avait été posée. Et alors là où on peut être rassuré finalement, c'est que même sur une vision simple que j'évoquais tout à l'heure, on sait qu'on a des outils finalement pour actionner le levier microbiote, le levier perméabilité, le levier inflammation ou le levier stress oxydatif. Des outils parmi lesquels, là j'ai tout mis, mais j'ai mis en bleu, très souvent on a des souches probiotiques qui ont été documentées pour leur possibilité d'action sur, par exemple, la perméabilité intestinale. Il y a des produits en pharmacie qui sont excellents et c'est des souches uniques en fait, pour agir sur la perméabilité intestinale. Sur l'inflammation, c'est pareil. Et le stress oxydatif, Lactococcus, par exemple, Lactococcus lactis est capable, à travers son activité catalase d'ailleurs, de réduire le stress oxydant. Voilà. Alors, ce que l'on peut faire pour traduire ça en moyen d'action, c'est tester sur des modèles animaux si effectivement agir à plusieurs niveaux, donc de façon un petit peu globale, permet effectivement de gagner sur un terrain de mime de pathologie. Donc là, on a travaillé à travers une approche globale sur la restauration de la symbiose. C'est une étude pilote, un petit nombre d'animaux, et on a testé une combinaison d'actifs, un acide aminé, un micronutriment et un probiotique, en l'occurrence Lactobacillus rhamnosus GG, pour atténuer les symptômes dans un modèle de dépression chez la souris. Comment ça fonctionne? Pendant 4 semaines, les souris sont soumises à un stress chronique imprédictible qui va conduire à l'observation mesurable d'un comportement anxieux et dépressif chez la souris. Et puis ensuite, ces animaux qui ont été donc induits sont traités pendant
3 semaines, avec, alors c'est le modèle qui est utilisé pour tester les antidépresseurs. Donc un des contrôles va être un antidépresseur standard. On a utilisé la clomipramine dans nos travaux. Et puis bien sûr, il y a le contrôle sans traitement. Ici, on va avoir soit l'acide aminé tout seul, soit le probiotique tout seul, soit le polyphénol tout seul, soit par deux ou les trois ensemble. Et ce qu'on a pu observer dans ce contexte-là, c'est que la combinaison des trois fait aussi bien que la clomipramine en rouge pour corriger les paramètres comportementaux anxieux qui sont mesurés sur la base de ce qu'on appelle l'open field. Donc c'est l'observation du temps que passe l'animal à longer la paroi versus à aller au milieu d'un petit terrain circulaire ici. Et le comportement dépressif qui est mesuré par ce qu'on appelle le climbing test et qui en gros mesure le temps que passe l'animal à lutter ou nager dans un contenant avec de l'eau en fait. Et donc ce que l'on montre, c'est que la combinaison des trois fait aussi bien que la clomipramine statistiquement, mais ce que l'on voit, c'est la flèche bleue à chaque fois, c'est que le probiotique seul est également capable de corriger complètement l'altération des paramètres. Donc on a une efficacité synergique qui fait d'un mix de composés qui sont essentiellement alimentaires la même efficacité qu'un antidépresseur tricyclique, parentéral, et qui, lui, est connu pour avoir des effets secondaires majeurs. Et donc c'est un travail entrepris avec Pierre-Yves Mousset et la société Ginov. Et qui est en cours d'écriture pour publication, pas encore publié aujourd'hui. Alors, il y a une question sur l'ordre de prise. Est-ce que l'ordre de prise a une importance pour arriver à ce résultat, ou bien avez-vous juste fait une prise unique des trois composants alimentaires? Alors, dans l'étude en particulier, c'est chez l'animal, hein, on a une prise quotidienne administrée en même temps, une fois par jour. Et pendant, je vais revenir sur la diapo d'avant, mais c'était pendant 3 semaines de traitement. L'extension, ou derrière cette question-là, il y a que faut-il en penser chez l'homme finalement. Les recommandations souvent, c'est de prise, soit c'est des prises 3 fois par jour parce que ça permet de finalement d'étaler et de gagner en permanence de l'efficacité. On n'a pas beaucoup de travaux qui font des comparaisons entre les modalités de prise. La dose va être aussi importante et là encore, il y a quelques travaux, mais assez peu, qui ont comparé des doses différentes et qui ont montré que il fallait avoir un certain niveau de population. Du coup, dans la définition même du probiotique, le niveau de population est pris en considération. Je ne peux pas dire beaucoup plus que ça parce qu'il n'y a pas d'évidence scientifique pour donner une réponse catégorique non plus. Ça m'amène à ma conclusion sur les messages à retenir en fait. Et donc, je serais très content si vous partez de ce webinaire en vous disant tiens, nous sommes humains microbiens, nous sommes des écosystèmes et les tissus et organes de l'humain interagissent avec le microbiome avec des bénéfices mutuels caractéristiques d'une symbiose. Et une altération de la symbiose hôte-microbe, qui n'est pas seulement l'altération du microbiote intestinal, va entraîner des pertes de fonctions et des fonctions notamment protectrices, comme la barrière contre les microbes de l'environnement ou comme la protection de l'homéostasie immunitaire. Et ça aura des implications pour l'avenir de la surveillance, de la nutrition préventive, de la gestion thérapeutique de l'humain microbien. Ce que cette phrase veut dire, c'est que potentiellement, la nutrition et la médecine de demain, si elles prennent en compte le fait que nous sommes microbiens, ça pourrait conduire à des révisions quand même sensibles des pratiques et potentiellement à avancer de façon significative vers un petit peu plus de personnalisation des recommandations et des démarches. Pour les probiotiques, les effets dépendent de la souche et on ne peut vraiment pas généraliser. De nombreuses études documentent l'efficacité, certaines avec un niveau de preuve élevé, pas toutes, et c'est un point important pour le médecin, par exemple, le praticien, le nutritionniste, le diététicien qui va en faire des recommandations. Et puis les critères pour un aliment fonctionnel
favorables à la symbiose doivent encore être validés davantage. Peut-être le message à retenir, c'est que si on a envie de protéger son microbiote et sa symbiose, finalement, il ne faut pas se dire je vais juste agir sur mon microbiote. Il faut se demander comment on peut agir sur la perméabilité intestinale, potentiellement sur l'inflammation, potentiellement sur le stress oxydant également. Et puis, on a tout un tas d'autres facteurs qui vont agir, comme par exemple le facteur stress, qui agit sur le cortisol, qui lui-même a un effet sur la perméabilité intestinale. Donc, on voit le lien immédiat que le stress peut avoir avec l'intégrité de la symbiose finalement. Voilà, je crois que j'ai quelques diapositives de Ouais, publicité pour bah, finir. je vais prendre le relais. Comme tu as été très performant malgré le nombre de questions, je vais en Allez, très profiter bien. pour te poser encore quelques questions. Moi, je pense que c'est intéressant aussi de se dire, bon, les probiotiques, ça peut être intéressant, mais effectivement, comme c'est souligné, il faut accompagner ça aussi par une hygiène de vie, c'est-à-dire une alimentation qui est riche en fibres, une activité physique, le stress, tu venais d'en parler, donc essayer d'être le moins stressé possible, parce que tout ça, ça a aussi une incidence sur le microbiote. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis totalement d'accord, évidemment, et je pense que la vision qu'on a envie de se donner, c'est nous en tant qu'écologistes microbiens de l'intestin, j'ai envie de dire, le microbiote sur lequel moi j'ai travaillé pendant des années et des années, c'est pas ça le point important. Le point important, c'était vraiment la relation de façon assez globale en fait entre l'hôte et ses microbes. Et donc c'est ça qu'on a envie de préserver, et on a énormément de leviers pour agir. La nutrition apporte en soi énormément de leviers, et au-delà de ce qui va jouer directement sur le microbiote, ce qui va pouvoir impacter la perméabilité intestinale ou l'inflammation ou le stress oxydant, ça compte aussi en fait dans la préservation de l'homéostasie. Et puis ce que tu évoques aussi sur le facteur stress, moi je le relie à travers le cortisol à la perméabilité intestinale, mais c'est vrai de façon un peu plus globale D'accord. probablement. Alors une autre question intéressante aussi, qui est très pertinente, c'est, la plupart de ces probiotiques, sont, on va dire, disponibles, pour tout le monde, sans forcément de prescription. Est-ce que justement la prise tu as montré dans un de tes tableaux que certains d'entre eux n'allaient pas forcément dans le bon sens, donc n'est-il pas un peu dangereux de laisser ce type, de complément alimentaire, si on peut le dire ainsi, à la disposition de tout le monde? Est-ce que ça va pas introduire justement des effets, non désirés qui vont être, justement pires que si on ne les avait pas pris, quoi? Ouais, il y a vraiment très très peu de cas où les effets indésirables éventuels sont graves en fait, hein. Il y a quelques cas où on a montré que à l'hôpital, par exemple, utiliser des probiotiques en sachet, donc en poudre, sachant que quand on ouvre le sachet, on diffuse en fait, hein, même si on ne le veut pas, un petit peu de microbes lyophilisés dans l'air, et que ça peut se poser sur des cathéters, par exemple. Sorti de quelques cas comme ça, il n'y a vraiment pas de risque sévère. Et par contre, il peut y avoir des non-répondeurs en fait, hein. Et donc, comme on est dans cette situation où le réglementaire ne s'est plus mis en situation d'utiliser la connaissance scientifique pour documenter des allégations, et donc donner à la population générale des informations sur les effets attendus, on est un petit peu dans une situation où chacun fait ses propres essais-erreurs pour lui-même, et il faut être conscient qu'un probiotique donné, une souche de probiotiques donnée, va pas nécessairement marcher avec tout le monde en fait, et donc du coup voilà, on est dans cette situation là aujourd'hui. C'est un petit peu embêtant que le réglementaire n'ait pas fait de progrès par rapport à la mise en place d'un mécanisme pour valider les allégations, parce que finalement ça laisse effectivement un petit peu chacun à faire ses essais-erreurs de son côté. C'est la situation actuelle. On peut espérer que dans l'avenir, les choses bougent un petit peu, qu'on aille même jusqu'à développer des allégations que nous on appelle microbiote friendly, c'est-à-dire amical pour le microbiote, parce que effectivement, si on pouvait documenter comment certaines pratiques alimentaires ou de mode de vie peuvent être intéressantes parce qu'elles protègent la symbiose, ce serait vraiment riche de pouvoir aller jusque-là. J'ai l'impression que j'ai perdu Alexandre. Je suis là, Voilà. Ok. je suis là. En fait, j'ai coupé ma caméra parce qu'il y a des soucis de débit. Ouais, pas de Est-ce souci. que est-ce que les probiotiques, combien de temps ils peuvent survivre dans l'organisme et comment on peut s'assurer de leur survie jusqu'à finalement, le lieu où ils devraient, coloniser, on peut dire ainsi? Très bonne question. Est-ce qu'ils doivent être encapsulés? Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, sur la durabilité de l'effet, en fait, on parle de micro-organismes qui sont non autochtones de l'intestin, pour la grande majorité finalement. Et donc, ce que l'on a pu observer au niveau recherche, c'est que tant qu'on administre un probiotique quotidiennement, par exemple, ou qu'on prend un yaourt qui contient des probiotiques, on va avoir un niveau de population potentiellement assez élevé, avec un lien avec le microbiote déjà là, mais ça peut être assez élevé. Puis quand on arrête la prise, bien finalement, l'observation, c'est qu'en 3 à 4 jours, on a une disparition de la dominance au moins, et la plupart du temps, une disparition définitive du microbiote. Donc, D'accord. c'est pas durable. Ça veut dire que si on veut garder des effets ou des bénéfices, il faut en prendre de façon continue. Pour l'individu en bonne santé et en termes de prévention, à mon avis, c'est un petit peu comme le message que j'aime faire passer pour les fibres. Il vaut mieux diversifier ses apports, en fait. Et donc, inclure dans une pratique alimentaire normale une diversité de sources de micro-organismes à travers des produits fermentés me semble plus judicieux que d'être monomaniaque sur un probiotique du commerce, en fait, quoi. D'accord. En tout cas, c'est ma recommandation. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. Aussi, moi, je trouve que Sur c'est bien. la formulation encapsulée ou pas encapsulée, en fait, bon, j'ai pas vraiment d'avis parce que pas vraiment de documents scientifiques pour étayer ces choix-là. Alors, Euh, moi, j'ai une question par rapport à ça que je me suis toujours posée. Pourquoi on ne fait pas des probiotiques en suppositoire pour être directement dans le côlon, finalement? Oui, c'est pas nécessairement. Enfin, je pense qu'on a envie d'associer probiotiques à pratique de vie santé, etc. Le suppositoire, c'est un peu yuck pour la grande majorité de la population. Donc, du coup, si c'est pour le thérapeutique, on peut imaginer effectivement que ce soit une solution envisagée, notamment pour finalement administrer au niveau distal dans l'intestin, parce qu'il faut un petit peu de sport. Pour que la motricité intestinale arrive à faire recoloniser tout l'intestin quand même, sauf s'il a été vidé auparavant par Mm. une préparation colique. Donc voilà, c'est peut-être ça la raison, hein, simplement. Euh, et, euh, et l'administration qu'on a envie d'imaginer pour le sujet sain à titre préventif, c'est de préférence à travers des produits alimentaires normaux ou par de l'encapsulé. L'encapsulé est intéressant parce que ça va libérer au niveau de l'intestin grêle la plupart du temps, et donc ça va court-circuiter le stress que peut représenter le passage à travers l'estomac avec le pH acide ou les sels biliaires également à la sortie de l'estomac. Mais malgré tout, la plupart des probiotiques industriels ont été sélectionnés au préalable pour résister très bien à, à ces stress-là. Donc, D'accord. même une prise alimentaire en poudre, ça devrait faire Alors, j'ai une le dernière question et puis on va arrêter là. Y a-t-il eu, selon toi, des cas d'allergie suite à la prise non contrôlée de probiotiques? Alors, d'allergie, je ne connais pas d'exemple d'allergie en tant que telle. Ce que l'on a, c'est quelquefois dans les effets secondaires qui sont systématiquement répertoriés dans les essais, des effets sur le transit intestinal. Donc, on a des diarrhées ou des transits un peu accélérés parfois qui ont été rapportés. Et puis il y a eu des essais négatifs quand même, quoi. Il y a eu un essai négatif qui a fait beaucoup de bruit dans la pancréatite aiguë, quoi, où effectivement on Mm. a un terrain très très sévère en termes cliniques et où il y a du passage dans la voie sanguine. Donc là, dans ce cas-là, c'est vraiment, mais c'est un cas D'accord. d'indication clinique très très particulier. Sinon, Mm. non, d'effets secondaires néfastes, Ok. très peu à ma connaissance. Bon, on va arrêter là parce que je pense qu'on pourrait continuer encore des heures. Il y a beaucoup de questions, donc je suis vraiment désolé pour ceux pour qui j'ai pas posé la question. Donc, si vraiment vous n'avez pas eu votre réponse au travers de ce webinaire, n'hésitez pas à me recontacter. Vous avez mon adresse mail ici. Je retransférerai à Joël ou bien Karine. On serait ravis de répondre à d'autres questions que vous auriez sur cette thématique. N'hésitez pas. Voilà, on est prêt à vous aider sur votre problématique liée au microbiote, santé, nutrition. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à vous tous. Le Merci prochain pour toutes ces webinaire, questions. ouais. Prochain webinaire, écoutez, on est dessus. En général, on fait une cadence à peu près de un tous les mois. On va essayer d'en faire un le mois prochain. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci Joël et très bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée à tous.